Depuis la fin du mois d'août 2016, les prix du cacao suivent une courbe descendante sur le marché international. Après la baisse du mois de décembre 2016, les mois de février et mars 2017 viennent à nouveau de montrer la mauvaise santé du marché mondial de l'or brun. La moyenne générale montre que la baisse est d'au moins 30% sur le marché international. Pour en parler, nous avons en plateau aujourd'hui Jean-Marc Anga, le directeur exécutif de l'ICCO. Bonjour, Monsieur Anga. Bonjour, monsieur. Je vous propose d'abord de suivre cet élément. C'est sur les marchés boursiers de Londres et de New York que sont fixés les cours mondiaux du cacao. Londres pour les fèves produites en Afrique subsaharienne et New York pour celles provenant de l'Amérique du Sud. Les acteurs du marché se donnent rendez-vous lors des 5 sessions annuelles de livraison des produits, à savoir les mois de mars, mai, juillet, septembre et décembre. Pour chaque session, le prix arrêté est fonction de la disponibilité du produit. Si les prévisions font état de rupture de la production à une période donnée, les prix flambent. En cas de surproduction, les prix chutent, comme c'est le cas actuellement. Les marchés avaient observé un excès de production de plus de 150 000 de tonnes. Ça, c'est les plus grands surplus de cacao que nous avons recordés depuis le début des rares statistiques sur le marché du cacao. Une fois fixé sur le marché mondial, le prix de commercialisation du cacao peut varier d'un pays à un autre. De 3 500 $ il y a 4 ans, la tonne du cacao est actuellement vendue à environ 1 900 $ sur le marché mondial. L'ICCO, Organisation internationale du cacao, précise qu'elle n'a pas vocation à fixer les prix, sauf à fournir aux acteurs les données statistiques sur la production et la consommation de l'or brun à l'échelle mondiale. Alors, Monsieur Anga, l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, regroupe les pays producteurs et donc importateurs de cacao. Parlez-nous-en. Pourquoi une telle organisation? Quel est son rôle exact? Merci, monsieur Hamzat Diaby. Nous sommes au terme d'une semaine historique pour l'organisation. Et avant d'aborder le thème de votre question, permettez-moi d'adresser la gratitude infinie de l'ICCO et de ses pays membres à la Côte d'Ivoire, à commencer par le premier d'entre nous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, à son Premier ministre, Monsieur le Vice-président, et tous les ministres successifs, Koulibaly Sangafoua, Jean-Louis Billon, Marcela Montano et Souleymane Diarra-Souba qui nous ont aidés. Tout le gouvernement. Absolument. Alors, à quoi sert l'ICCO exactement? Alors, pour la petite histoire, il faut remonter dans les années 60. Les pays producteurs et consommateurs de cacao étaient confrontés à un problème récurrent de volatilité des prix, qui était lié à des fluctuations excessives au niveau de l'offre et de la demande. Et cela perturbait considérablement les équilibres macroéconomiques de ces pays, parce que ne sachant pas sur quel niveau de prix fonder ses revenus et donc sa politique en termes de développement, les pays se sont réunis et se sont rendus au siège des Nations Unies, à CNUSED en réalité, et ils ont négocié ce qu'on appelle un accord international de cacao. Cet accord international est censé donc réglementer les exportations et les importations de cacao. Suite à cet accord, ils ont créé une organisation qui s'appelle l'ICCO, dont le rôle est de suivre la mise en œuvre par les pays signataires de cet accord qui se sont librement donnés. D'accord. Et vous en êtes le directeur exécutif. Le siège est à Abidjan depuis peu. Et on va demander quelles retombées donc pour la Côte d'Ivoire, pays producteur, premier producteur de cacao. Il y en a plusieurs. Je pourrais citer par exemple que nous mettons notre assistance technique à la disposition des pays qui le demandent. Nous ambitionnons également de procéder à un renforcement de capacité qui signifie en réalité mettre à la disposition des acteurs sur le marché un certain nombre d'outils, des instruments qui leur permettent de mieux gérer les prix et pour, on va dire, mieux résister aux chocs que nous observons actuellement sur le marché. D'accord. Et pour les planteurs en Côte d'Ivoire, quelle peut être la retombée vraiment concrète? La retombée concrète, permettez-moi de vous donner un exemple. Les cours du cacao sont fixés à Londres et à New York. Il y a 2 écoles qui s'affrontent au niveau du marché international. En 2010, la première école a laissé croire que le marché, d'ici l'horizon 2020, aurait besoin d'1 million de tonnes en plus. Ça, ce sont les industries. Exactement. La deuxième école amenée par l'ICCO disait qu'il ne fallait pas forcément suivre cette tendance à la mesure où elle pouvait entraîner une surproduction. Donc, malheureusement, nous ne voulons pas dire que nous avons eu raison, mais voilà où nous en sommes.
D'accord. Les cours du cacao n'en finissent donc pas de grimper et de descendre. L'an dernier, on parlait de pénurie et les cours grimpèrent. Aujourd'hui, on parle d'une production de cacao supérieure donc à la demande. Dites-nous, qu'est-ce qui explique cette fluctuation des cours? Pourquoi ça monte et ça descend? Il faut retenir que d'une manière générale, les prix fixés sur le marché international obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Il y a maintenant d'autres paramètres dont aucun d'entre nous n'avons le contrôle, notamment les facteurs climatiques et les facteurs que nous appelons la pression parasitaire. Mais le plus important, c'est le facteur climatique. En Afrique de l'Ouest, nous avons le phénomène de l'harmattan qui peut accélérer la surproduction. En Amérique latine, nous avons le phénomène El Niño qui peut affecter négativement la production. Donc, en fonction de la direction de chacun de ces paramètres climatiques, nous pouvons passer d'une année à une surproduction, à une autre année à un déficit. Comme ça. Aussi simple. Ah, d'accord. Et d'où est partie cette instabilité? Cette instabilité, est-ce que la crise économique qui a débuté en 2008 y est pour quelque chose? Absolument, absolument. Parce que les deux facteurs principaux qui influencent les cours, c'est l'offre et la demande. La crise de 2008, ce sont les fondamentaux du marché, effectivement. La crise de 2008 a eu comme objectif, ou on va dire comme conséquence principale, de faire stagner la consommation de chocolat dans le monde. Et même dans les pays sur lesquels nous avons fondé beaucoup d'espoir, notamment les pays émergents tels que la Chine, l'Inde et autres, il n'y a pas eu l'explosion en matière de consommation de cacao que nous attendions. Donc la crise de 2008 est un peu le fondement de tout ça. Mais il faut dire également que dans les pays producteurs eux-mêmes, les efforts ne sont pas particulièrement visibles. Si vous prenez l'Afrique, qui produit, on va dire, 70 à 73% de la production mondiale, en termes de consommation, l'Afrique ne représente que 3,4%. De consommation. De consommation. De consommation. Et la Côte d'Ivoire, avec 40% des parts du marché, ne consomme que 0,04%. Donc, si nous voyons qu'avec pratiquement 350 millions d'habitants, ne serait-ce qu'au niveau de l'ECOWAS, de la CEDEAO, pardon, ce sont vraiment des facteurs sur lesquels nous devrions orienter nos réflexions. D'accord. Mais avant de parler de consommation, est-ce qu'il ne faut pas parler de transformation? En Côte d'Ivoire, déjà, nous transformons 30% de notre cacao. Est-ce que pour une consommation par rapport aux 70% de l'Afrique, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà se pencher sur ce côté-là? Absolument. Vous ne pouvez consommer que ce que vous avez transformé. Bien sûr. La Côte d'Ivoire, avec environ 500-550 000 tonnes, est aujourd'hui devenu le premier transformateur de cacao, en plus d'être le premier producteur de cacao. C'est un exploit qu'il faut saluer. Toutefois, si cette transformation ne s'accompagne pas de consommation, il va sans dire que ce que vous transformez, vous allez devoir le réexporter vers des pays qui vont le consommer. Donc c'est pour cela que nous revenons vers la notion de promotion de la consommation, non seulement locale, mais également régionale, parce que cela constitue un marché vers lequel il faut s'orienter. Tout à fait. Et cette année, le marché avait prévu un surplus donc de production. On commence à dire que l'année prochaine aussi, il y aura certainement, sauf bien sûr conditions climatiques imprévues, un nouvel excédent. Cela est-il vrai? Écoutez, si nous connaissons les facteurs climatiques qui vont guider la production de l'année prochaine, en ce moment, nous pouvons nous prononcer. Mais au niveau de l'organisation, ce que nous avons fait, c'est donc de donner nos estimations qui disent que pour cette année, on a affaire à un excédent de 264 000 tonnes. En fonction de l'évolution du climat et d'autres paramètres que j'ai indiqués tout à l'heure, dans les mois qui viennent, on saura bien dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Pourquoi, concrètement, ce n'est pas tenable pour un gouvernement, ce n'est pas possible pour un gouvernement de tenir un prix? Aucun gouvernement au monde ne peut tenir le prix d'une matière première, que ce soit une matière première ou d'une denrée n'importe laquelle. On l'a vu également avec des matières premières telles que le pétrole. La réalité est que c'est le marché qui dirige, c'est le marché qui gouverne. Les gouvernements peuvent essayer, à travers un certain nombre de mesures, d'influencer le marché. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui vont corriger les initiatives politiques à moyen ou à long terme. Donc, c'est le marché qui fixe les prix. C'est plutôt sur le marché qu'il faut chercher à influencer, pas un gouvernement qui cherche à fixer les prix. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les prix du cacao sont fixés sur les marchés de Londres et New York. Ça a été également dit dans l'élément. Mais lorsque ce sont ces marchés-là qui fixent les prix, est-ce que cela n'entraîne pas un appauvrissement de nos planteurs ici?
Difficile de le dire parce que la règle de l'offre et de la demande s'applique à tout le monde. Elle s'applique aussi bien aux consommateurs qu'aux producteurs. Il y a quelques années, nous avions atteint des niveaux historiques. Ça n'a pas appauvri véritablement les producteurs ivoiriens parce qu'ils en ont tiré un bon bénéfice. Malheureusement, quelquefois, la tendance sera baissière et dans ces conditions, il va falloir observer une correction d'une autre part. Je puis vous dire qu'à ce sujet, l'une des recommandations principales de la réunion de haut niveau que nous avons eue la semaine dernière, c'est que les pays producteurs puissent envisager de créer une bourse du cacao dans un pays producteur. Est-ce que cela va changer la donne fondamentalement? Ça reste à voir. Je sais qu'ici en Côte d'Ivoire, l'État a pensé à mettre en place un fonds de réserve pour que le prix soit stable. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne voudrais pas me prononcer sur ce qui est fondamentalement la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, on ne peut pas dire que quelque chose n'a pas marché. L'analyse que nous avons est très simple. Le cacao se vendait à 3 000 $ au moins la tonne, ce qui représente à peu près 1 800 francs le kilo. Durant cette période, le gouvernement a honoré son engagement qui est celui de payer 60% du prix international aux producteurs. Nous avons observé sur plusieurs mois le prix international qui a chuté jusqu'à ce qu'il arrive à 1 200 francs. Et à 1 200 francs, l'État a continué à payer 1 100 francs aux producteurs, ce qui représente pratiquement 90%. Tout à fait. Nous pensons donc que les réserves ont suffi pour cela, parce que c'était l'objectif. Et je ne connais aucun gouvernement qui aurait pu continuer à le faire à l'infini. À un moment ou un autre, vos réserves vont s'épuiser si vous continuez à le faire. Donc nous pensons qu'il faut plutôt louer l'action du gouvernement qui, alors qu'il percevait 1 200 francs à l'international, a payé 1 100 francs sur plusieurs mois. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours un élément politique dans la fixation du prix? Chaque pays définit sa politique en matière de fixation. Parce que le prix ne peut pas être déconnecté quand même longtemps de la réalité du marché. Absolument. Et de la même manière, le prix ne peut pas être le même dans tous les pays producteurs de cacao. Chaque pays applique la politique qui lui sied. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a un axe bien déterminé qui a été donné par M. le Président de la République. Et de ce que nous observons, cet axe a été bien respecté. Selon vous, quelle serait la meilleure politique monétaire pour l'économie cacaoyère? Autrement dit, si la Côte d'Ivoire avait le contrôle sur sa monnaie, cela lui permettrait-il d'avoir une économie cacaoyère plus compétitive par rapport à d'autres pays? Je pense que la question est très sensible ici. La question de la monnaie a un lien direct, mais également indirect. La bourse de Londres fonctionne avec des contrats qui sont libellés en livres sterling. La bourse de New York fonctionne avec des contrats libellés en dollars. Donc, si d'aventure les pays producteurs décident de créer leur propre bourse qui commercialiserait donc leur cacao, ils vont devoir définir les contrats et la monnaie dans laquelle ces contrats sont libellés. C'est une autre réflexion qui va devoir prendre... Nous allons terminer, Monsieur le Directeur. Pour sauver la filière, je sais que les pays producteurs de cacao ont profité de la 95e session donc, du Conseil international du cacao qui a eu lieu ici à Abidjan du 24 au 28 avril dernier pour plancher sur la chute continue des cours de cette culture de rente. Quelles ont été les recommandations? Les recommandations, il y en a eu plusieurs, mais je vais en retenir juste quelques-unes. La première, c'est que le sommet de haut niveau a demandé aux pays producteurs d'harmoniser leur politique de production. C'est-à-dire, l'augmentation de leur production doit tenir compte de l'impact que cela aurait sur les prix au niveau international. Les pays ont également proposé d'engager ce qu'ils ont appelé un dialogue direct entre les pays producteurs et l'industrie. Cela se ferait donc dans les semaines qui viennent à Bruxelles, sous l'égide de l'Union européenne et de l'ICCO. Et enfin, les pays se sont engagés à encourager le secrétariat à envisager une étude de faisabilité pour la création d'une bourse de cacao dans un pays producteur. N'importe lequel, pas forcément la Côte d'Ivoire. Pas forcément la Côte d'Ivoire. Le message est très clair. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anga, d'avoir répondu donc à notre invitation. Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus. 40% des recettes